Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous présenter les données à 1 an après l'étude RACE. Voici ma déclaration de lien d'intérêt. Donc juste pour commencer, un rappel sur l'étude RACE, qui était une étude multicentrique en ouvert randomisée, dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'utilisation du riociguat par rapport à l'angioplastie chez des patients avec un CITEF nouvellement diagnostiqué et des résistances à plus de 4 unités Wood. Le critère de jugement principal dans cette étude était représenté par les résistances vasculaires pulmonaires à la semaine 26 exprimées en pourcentage de la valeur de base. Alors je vais vous montrer les principaux résultats de RACE, vous les rappelez, même si je les ai déjà présentés la dernière fois. Donc, en ce qui concerne le critère de jugement principal, la modification des résistances vasculaires pulmonaires à 26 semaines, vous pouvez observer que le traitement par angioplastie pulmonaire permettait une réduction plus importante des résistances vasculaires pulmonaires à 26 semaines, avec une baisse de 59% des résistances vasculaires pulmonaires qui étaient exprimées ici en moyenne géométrique dans le groupe angioplastie pulmonaire versus une baisse de 32% des résistances vasculaires pulmonaires dans le groupe riociguat. En ce qui concerne quelques résultats importants sur les critères du jugement secondaire, je vous rappelle que cette amélioration des résistances vasculaires pulmonaires plus importante dans le groupe angioplastie pulmonaire ne s'accompagnait pas d'une amélioration du test de marche, c'est-à-dire il n'y avait pas de différence significative en termes de gain sur la distance parcourue lors du test de marche à 26 semaines, avec un effet de traitement de 6 mètres, plus 44 mètres dans le groupe riociguat et plus 50 mètres dans le groupe angioplastie pulmonaire. Enfin, données très importantes, les données de sécurité d'emploi. Vous pouvez observer qu'on observait une fréquence plus élevée d'événements indésirables graves dans le groupe angioplastie pulmonaire. 42% des patients présentaient au moins un événement indésirable grave, comparativement à 9% dans le groupe riociguat. Ces événements indésirables graves étaient bien sûr en grande partie liés à la technique d'angioplastie et étaient représentés par des lésions pulmonaires liées à l'angioplastie pulmonaire. À l'issue de cette période donc de 6 mois, donc là on se trouve à la fin de l'étude RACE, au moment de l'évaluation du critère de jugement principal, il était proposé aux patients qui restaient symptomatiques et qui avaient des résistances à plus de 4 unités Wood de bénéficier d'un traitement par riociguat s'ils avaient été traités initialement par angioplastie pulmonaire et inversement. Et il était donc proposé à ces patients également de prolonger leur suivi de 6 mois avec une nouvelle évaluation à 52 semaines, c'est-à-dire 1 an après l'inclusion dans l'étude RACE. Donc on appellera cette étude une étude de suivi prolongé ou une étude de suivi supplémentaire de 6 mois. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va évaluer les critères d'efficacité et on rentre dans le vif du sujet à ce moment-là. Alors l'objectif de cette étude de suivi supplémentaire de 6 mois, elle était double. Il s'agissait à la fois de comparer l'efficacité de 2 stratégies de traitement, incluant soit le riociguat, soit l'angioplastie pulmonaire en première ligne de traitement, donc chez des patients nouvellement diagnostiqués et naïfs de traitement avec des résistances à plus de 4 unités Wood. Et le deuxième objectif, c'était d'évaluer la sécurité d'emploi de l'angioplastie pulmonaire chez les patients naïfs de traitement à l'inclusion dans RACE, c'est-à-dire les patients qui étaient dans le bras angioplastie pulmonaire et donc qui bénéficiaient d'une angioplastie pulmonaire en première ligne, versus les patients qui recevaient 26 semaines de traitement par riociguat, c'est-à-dire un certain nombre de patients qui étaient dans le bras riociguat initialement et qui bénéficiaient d'un traitement complémentaire par angioplastie pulmonaire parce qu'ils restaient symptomatiques à l'issue de ces 26 semaines sous riociguat et qu'ils conservaient des résistances à plus de 4 unités Wood. Donc on appellera ce groupe riociguat première ligne puis angioplastie pulmonaire.
Le critère de jugement principal, eh ben, on va utiliser le même critère de jugement principal que celui de l'étude RACE, hein, c'est-à-dire les résistances vasculaires pulmonaires à la semaine 52, hein, donc à 1 an, exprimé là aussi en pourcentage de la valeur de base, en utilisant là aussi les moyennes géométriques, et puis un critère de safety qui est la fréquence des événements indésirables et des événements indésirables graves liés à l'angioplastie observés, bien sûr, chez tous les patients qui bénéficiaient d'une angioplastie, donc soit en première ligne, soit après un traitement de 6 mois par riociguat. Alors pour commencer, quelle proportion de patients donc, qui initialement se trouvaient dans le bras angioplastie pulmonaire bénéficiaient d'un traitement complémentaire par riociguat, 35% des patients, 18 patients sur les 51. Et dans le groupe qui était traité initialement par riociguat, donc le bras riociguat, à 6 mois, 75% de ces patients restaient symptomatiques et avaient des résistances à plus de 4 et donc bénéficiaient d'une angioplastie pulmonaire secondaire. Donc si on regarde plus précisément le profil de l'étude, le diagramme de flux, donc 105 patients ont été randomisés dans l'étude RACE, 53 dans le bras riociguat, 52 dans le bras angioplastie pulmonaire. Dans le bras riociguat, 5 patients ont quitté prématurément l'étude, 2 en raison de la décision du patient, 3 parce qu'ils ont présenté une aggravation clinique, ce qui fait que sur les 53 patients initialement inclus, 48 ont été inclus dans l'étude de suivi supplémentaire de 6 mois. En ce qui concerne le bras angioplastie pulmonaire, donc 52 patients ont été randomisés dans le bras angioplastie pulmonaire. Un patient a quitté prématurément l'étude, ce qui fait que 51 des 52 patients ont été inclus dans l'étude de suivi supplémentaire de 6 mois. Alors si on regarde plus en détail dans le groupe riociguat, les 48 patients inclus dans l'étude de suivi supplémentaire de 6 mois, 12 patients sont restés sous riociguat seul et 36 ont bénéficié d'un traitement par angioplastie pulmonaire complémentaire. Dans le bras angioplastie pulmonaire, 33 patients sont restés sous angioplastie seule, donc n'ont pas bénéficié de traitement complémentaire, et 18 ont bénéficié d'un traitement complémentaire par riociguat. Alors, entre la période de suivi de 6 mois, sur les 48 patients inclus dans le bras riociguat, 45 ont terminé l'étude, c'est-à-dire que 3 patients sont sortis de l'étude prématurément, 1 est décédé, et 2 autres patients n'ont pas réalisé leur bilan d'évaluation à 12 mois, ce qui fait que 45 sur les 48 patients ont terminé l'étude. Dans le bras angioplastie pulmonaire, 2 patients n'ont pas terminé l'étude de suivi à long terme, ce qui fait que 49 sur ces 51 patients ont terminé l'étude de suivi à long terme. Bien sûr, l'ensemble des patients randomisés initialement ont été inclus dans l'analyse en intention de traiter, 53 dans le groupe riociguat et 52 dans le groupe BPA. Alors, voilà les résultats. Si on regarde le critère de jugement principal, c'est-à-dire la modification des résistances vasculaires pulmonaires à 52 semaines en fonction du traitement de première ligne, donc soit riociguat première ligne, soit BPA première ligne. Donc ce tableau qui est un peu difficile à lire, il représente 2 choses. D'abord, la baisse des résistances vasculaires pulmonaires dans chacun des groupes. À gauche, ici, dans le groupe riociguat, ça c'est les PVR à baseline, 8,5. À post-baseline, c'est-à-dire à 52 semaines, ces résistances baissent à 3,5. Dans le groupe angioplastie pulmonaire, les PVR étaient à 9,6 à baseline et baissent à 3,24 à la semaine 52. Donc, on a représenté ici ce que ça représentait comme modification. Ça représente une baisse de moins 5 unités Wood à peu près dans ce groupe-là, moins 6 unités Wood dans ce groupe-là. Et si on représente comme c'était représenté pour l'étude RACE, cette valeur correspondait à 38%, 38,6% de la valeur de base dans le groupe traité par riociguat première ligne versus 35% de la valeur de base dans le groupe traité par BPA première ligne. Donc l'effet traitement, il était
exprimé comme le rapport entre BPA et Rio-Sigwart de la moyenne géométrique, hein, et donc cette différence n'était pas statistiquement significative, hein, c'est-à-dire quel que soit le traitement utilisé en première ligne, le niveau de résistance atteint à 52 semaines n'était pas statistiquement différent dans les deux groupes. Alors si on regarde les critères de jugement secondaires, hein, ce sont les mêmes que ceux qu'on avait pris pour l'étude RACE. La modification du test de marche et du NT-proBNP à la semaine 52 en fonction du traitement de première ligne. Hein. Là aussi, on est en analyse en intention de traiter. Hein. Vous avez ici le test de marche, vous avez ici le gain dans le groupe Rio-Sigwart, plus 58 mètres à la semaine 52. Ici, le gain dans le groupe angioplastie pulmonaire, plus 46 mètres. Hein, donc là aussi, une différence qui n'était pas statistiquement significative. Hein, un gain un petit peu plus important dans le groupe Rio-Sigwart par rapport au groupe angioplastie pulmonaire, mais une différence qui n'était pas statistiquement significative. Si l'on regarde le NT-proBNP, hein, donc là, on exprime aussi la valeur du NT-proBNP et la modification du NT-proBNP en pourcentage de la valeur de base en utilisant la moyenne géométrique, comme on l'a fait pour les résistances vasculaires pulmonaires. Dans le groupe Rio-Sigwart, on atteint une valeur de 19%, hein, c'est-à-dire une baisse de 81% du NT-proBNP dans le groupe Rio-Sigwart et une baisse de l'ordre de 85% dans le groupe angioplastie pulmonaire, hein, donc avec une différence là aussi qui n'est pas statistiquement significative entre les deux groupes. Alors par la suite, on s'est intéressé à la population per protocole, c'est-à-dire qu'on a pris tous les patients pour lesquels on avait des données à baseline et à la semaine 52. Et on a regardé la modification des paramètres hémodynamiques et du test de marche entre la baseline et la semaine 52 en fonction du schéma thérapeutique que ces patients avaient reçu. Et donc on a pu identifier 4 sous-groupes, hein, et on a regardé si l'analyse de ces sous-groupes pouvait nous apporter des informations complémentaires et pouvait peut-être permettre d'identifier des profils de patients répondant à tel ou tel traitement. Donc on a identifié 4 sous-groupes. Un sous-groupe de patients traités par Rio-Sigwart seul, hein, ça représentait 9 patients. Un groupe de patients traités par Rio-Sigwart et angioplastie complémentaire, donc 36 patients. Donc là, on est à 45 patients. Première donnée intéressante, on voit que certains malades, hein, c'est pas beaucoup de malades, hein, 9 malades seulement, sont répondeurs au Rio-Sigwart seul. Hein, c'est-à-dire que on voit que à 26 semaines, ces patients ont des résistances à moins de 3 et que le bénéfice observé à 6 mois se maintient à 12 mois, hein, avec des patients qui restent à moins de 3 de résistance. Autre donnée intéressante, c'est que l'effet en fait est essentiellement lié à une augmentation du débit cardiaque dans ce groupe de patients. Vous voyez que le débit cardiaque passe de 5,4 à 7,2 et continue même à augmenter à 12 mois, et que donc la baisse des résistances observées est essentiellement liée à une augmentation importante du débit cardiaque chez ces patients. Vous voyez qu'il y a une légère baisse de la pression artérielle pulmonaire moyenne qui a tendance un petit peu à remonter à la semaine 52. Ça, c'est la première information importante. Deuxième information, les patients qui ont bénéficié d'un traitement séquentiel, donc par Rio-Sigwart puis angioplastie complémentaire, donc 36 patients, on voit que ces patients sont plus sévères que ceux qui répondaient finalement au Rio-Sigwart seul. Hein, vous voyez, ils sont plus sévères sur le plan hémodynamique, avec un niveau de PAP moyenne plus élevé, un débit cardiaque plus bas et des résistances plus élevées. On voit que là, l'effet du traitement, il est assez intéressant. Hein. Là aussi, on voit qu'à la semaine 26, donc ces malades ont d'abord reçu un traitement par Rio-Sigwart, on voit que la baisse des résistances vasculaires pulmonaires observée à 26 semaines, elle est essentiellement liée à une augmentation du débit cardiaque. Hein. Il y a une légère baisse de la pression artérielle pulmonaire moyenne, mais c'est surtout l'augmentation du débit cardiaque qui entraîne une baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Et donc à 26 semaines, ces patients bénéficiaient d'une angioplastie complémentaire. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que l'amélioration hémodynamique, elle s'observe surtout
sur la baisse de la pression artérielle pulmonaire moyenne. Vous voyez que le débit cardiaque est très peu modifié et du coup la baisse des résistances vasculaires pulmonaires dans ce groupe, elle est essentiellement liée à une baisse très importante de la pression artérielle pulmonaire moyenne. Donc vraiment une illustration du traitement, du bénéfice complémentaire de l'association du traitement médicamenteux et de l'angioplastie pulmonaire en agissant à deux niveaux différents des lésions observées dans le CITEF. Les deux autres sous-groupes, donc c'était les groupes de patients qui étaient dans le bras angioplastie première intention. Donc là aussi, on identifie deux sous-groupes de patients, des patients qui ont bénéficié d'une angioplastie seule, 31 patients, donc des patients répondeurs à l'angioplastie seule. On voit qu'ils sont beaucoup plus nombreux que des patients qui sont répondeurs Oriosigoite seul. On voit que c'est des patients qui sont plus graves que les patients répondeurs Oriosigoite seul. Et on voit que l'effet observé avec l'angioplastie pulmonaire, comme on l'avait observé précédemment lorsque le traitement était utilisé de façon séquentielle, cet effet de l'angioplastie pulmonaire sur les résistances vasculaires pulmonaires, c'est essentiellement lié à une baisse très importante de la PAP moyenne avec un bénéfice, vous voyez, à 6 mois observé qui se maintient à 12 mois alors que le débit cardiaque augmente assez peu et le gain en termes de résistance vasculaire pulmonaire se maintient à 12 mois. Donc on a quand même une proportion relativement importante de patients qui sont des vrais répondeurs à l'angioplastie seule. Si on regarde maintenant les patients qui ont bénéficié d'un traitement séquentiel par angioplastie pulmonaire puis Rhéosiguate complémentaire, là ce sont des données qui sont vraiment très informatives. La première chose, c'est que ce sont les patients les plus graves. C'est les plus graves sur le plan de la PAP moyenne, c'est eux qui ont le niveau de PAP moyenne le plus élevé, des 4 groupes. C'est eux qui ont le niveau de résistance vasculaire pulmonaire le plus élevé et c'est eux qui ont le débit cardiaque le plus élevé. Et on voit que quand même, malgré tout, on arrive à un niveau de résistance qui est presque identique à celui observé dans les autres groupes de patients. On voit quand même que le niveau de résistance atteint, il est plus élevé. Et donc ce groupe de patients qui nécessitent une angioplastie pulmonaire et un traitement complémentaire par Rhéosiguate, ce sont les patients les plus graves et donc on a identifié cette population de patients les plus graves et on voit que chez ces patients il semble que l'efficacité de l'angioplastie pulmonaire soit moindre puisque à la différence des patients qui répondaient très bien d'emblée à l'angioplastie pulmonaire à 6 mois, on voit que le niveau de PAP moyenne atteint à 6 mois, il est beaucoup plus élevé dans ce groupe de patients et surtout que le delta de baisse de PAP moyenne, il est plus faible dans ce groupe de patients. Et que le bénéfice qu'on obtient à la semaine 52 par rapport à la semaine 26 en ajoutant du Rhéosiguate, il est essentiellement lié à une augmentation du débit cardiaque, ce qui permet de faire baisser les résistances vasculaires pulmonaires. Donc cette analyse de sous-groupes de population en intention de traiter, elle donne pas mal d'informations qui sont intéressantes et elle permet d'identifier plusieurs profils de patients. Alors passons maintenant à la sécurité de l'emploi de l'angioplastie pulmonaire en fonction du traitement de première ligne. Alors si on regroupe les événements indésirables et les événements indésirables graves, si on regarde tout d'abord les patients avec au moins un événement indésirable, on voit que la fréquence observée que les patients aient été traités en première ligne par BPA ou en première ligne par Rhéosiguate, puis on bénéficie ensuite d'une BPA, on voit que cette fréquence, elle n'est pas différente entre les deux. Par contre, si on couple les événements indésirables et les événements indésirables graves liés à l'angioplastie, on voit que la proportion de patients qui ont présenté au moins un événement indésirable ou un événement indésirable grave est beaucoup plus élevé lorsque l'angioplastie pulmonaire est utilisée en première ligne. 62% des patients ont présenté au moins un événement indésirable grave ou non grave versus 33% des patients lorsque les malades avaient reçu un traitement par Rhéosiguate pendant 6 mois avant de bénéficier d'une angioplastie pulmonaire. Si on s'intéresse plus précisément uniquement aux événements indésirables graves, on voit que la différence, là, elle est encore plus importante. Et on voit que la proportion de patients qui ont présenté au moins un événement indésirable grave lié à l'angioplastie lorsqu'ils étaient traités en première ligne par angioplastie pulmonaire est nettement plus élevée que celle observée chez les malades ayant reçu du Rhéosiguate pendant 6 mois, puis un traitement par angioplastie complémentaire. 42% des patients versus
14% à 3 fois plus de patients présentaient au moins un événement indésirable grave lorsqu'ils étaient traités en première intention par l'angioplastie pulmonaire. Alors si on regarde encore plus précisément les événements indésirables graves liés spécifiquement à la technique d'angioplastie, c'est-à-dire les accidents qu'on peut observer liés aux lésions vasculaires qu'on peut entraîner lors de la procédure d'angioplastie pulmonaire, on voit là aussi que cette fréquence est beaucoup plus élevée lorsque les patients sont traités en première ligne par angioplastie pulmonaire par rapport à ceux traités au préalable par 6 mois de traitement par Riociguat avant de bénéficier d'une angioplastie pulmonaire. Alors si on regarde les caractéristiques de ces deux groupes avant angioplastie pulmonaire, donc là on s'intéresse uniquement aux patients qui ont bénéficié d'une angioplastie pulmonaire, donc soit angioplastie pulmonaire première ligne, les 52 patients randomisés dans le bras angioplastie initialement, et les 36 patients qui ont bénéficié d'abord d'un traitement par Riociguat pendant 6 mois, puis d'une angioplastie pulmonaire complémentaire. Si on regarde les caractéristiques de ces patients, on voit que ceux qui ont bénéficié d'un traitement médicamenteux avant angioplastie pulmonaire sont moins graves, à la fois sur le plan fonctionnel, ils ont un meilleur test de marche, on voit que la proportion de patients en classe 2-3 est plus importante que celle des patients traités par angioplastie pulmonaire seule, et leur hémodynamique bien sûr est moins sévère, puisque bien évidemment ces malades ont reçu d'abord un traitement par Riociguat avant de bénéficier d'une angioplastie pulmonaire. Donc ce qu'on peut observer, c'est qu'ils ont un débit cardiaque plus élevé, donc ça c'est l'effet du Riociguat, et des résistances vasculaires pulmonaires qui sont significativement plus basses que ceux qui ont été traités en première ligne par angioplastie pulmonaire. 6,7 de résistance versus 9,6 de résistance. Donc ça, ce sont des données qui sont intéressantes, simplement pour montrer que c'est peut-être par l'amélioration de l'hémodynamique pulmonaire que la fréquence des complications liées à l'angioplastie pulmonaire sont moins importantes dans le groupe de patients traités par Riociguat puis angioplastie pulmonaire. Alors on a fait un deuxième type de comparaison, on a comparé ensuite les caractéristiques et les données hémodynamiques entre les patients qui avaient présenté des complications liées à l'angioplastie pulmonaire et ceux qui n'avaient pas présenté de complications liées à l'angioplastie pulmonaire. Donc là, on avait un nombre de patients identiques dans les deux groupes, 44 patients qui avaient présenté des complications liées à l'angioplastie pulmonaire dans chacun des groupes. On a regardé donc toutes les caractéristiques de ces patients. Alors, les données intéressantes, c'est que les patients qui n'ont pas présenté de complications sont moins sévères sur le plan fonctionnel, avec un meilleur test de marche. La répartition sur les classes fonctionnelles n'est pas différente, par contre. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que sur le plan hémodynamique, les patients qui n'ont pas présenté de complications liées à l'angioplastie pulmonaire ont une hémodynamique moins sévère, avec un niveau de PAP moyenne plus bas que ceux qui ont présenté des complications, 43 versus 45, un débit cardiaque plus élevé et des résistances vasculaires pulmonaires plus basses, 7,5 pour ceux qui n'ont pas présenté de complications versus 9,3 pour ceux qui ont présenté des complications. Et dernière donnée qui est extrêmement intéressante, si on regarde le nombre ou la proportion de patients ayant reçu un traitement par Riociguat avant angioplastie chez les patients donc, qui avaient présenté ou non des complications, on voit que la proportion de patients qui avaient reçu un traitement par Riociguat avant de bénéficier d'une angioplastie était beaucoup plus élevée dans le groupe sans complications. 2 tiers des patients ayant reçu un traitement par Riociguat, finalement, n'ont pas présenté de complications, alors qu'un tiers seulement des patients qui avaient reçu un traitement par Riociguat avaient présenté des complications. Donc là aussi, un signal pour dire que potentiellement, le Riociguat, en améliorant vraisemblablement l'hémodynamique pulmonaire, en faisant baisser les résistances vasculaires pulmonaires, pouvait permettre potentiellement de réduire les complications liées à l'angioplastie pulmonaire. Et donc la conclusion de ces données à 1 an, c'est que la baisse des résistances vasculaires pulmonaires à 1 an est similaire finalement, quel que soit le traitement de première ligne utilisé, angioplastie pulmonaire ou Riociguat, à partir du moment où on se définit des objectifs thérapeutiques, qu'on commence par l'angioplastie pulmonaire ou le Riociguat, on obtient à 1 an le même niveau de résistance vasculaire pulmonaire, donc ça c'est une donnée importante. Il n'y a
de la même façon pas de différence en termes de gains sur le test de marche, quel que soit le traitement de première ligne utilisé, angioplastie ou rhéosiguate, plus 46 mètres pour les malades traités en première ligne par angioplastie, plus 58 mètres pour les malades traités au préalable en première ligne par rhéosiguate. L'incidence des événements indésirables graves liés à l'angioplastie était beaucoup plus basse quand l'angioplastie était précédée d'un traitement de 6 mois par rhéosiguate, et beaucoup plus basse que lorsque les patients bénéficiaient d'une angioplastie en première ligne. Et donc, l'hypothèse qui semble ressortir à la suite de l'analyse de ces données, c'est que il est possible que le rhéosiguate initié avant angioplastie pulmonaire puisse améliorer la sécurité d'utilisation, d'emploi de l'angioplastie pulmonaire en optimisant l'hémodynamique pulmonaire avant angioplastie pulmonaire, en faisant baisser les résistances vasculaires pulmonaires avant angioplastie pulmonaire et ainsi en réduisant le risque lié de complications liées à l'angioplastie pulmonaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.